Jon isn't really my father's son. He's the son of Rhaegar Targaryen and my aunt Lyanna Stark. He was born in a tower in Dorne. His last name isn't really Snow, it's Sand. He's not. Dornish bastards are named Sand. At the Citadel, I transcribed a High Septon's diary. He annulled Rhaegar's marriage to Alyr. He wed Rhaegar and Lyanna in a secret ceremony. Are you certain? It's what the High Septon wrote in his private diary. I don't know why he'd lie. Is this something you can see? Father, smith, warrior. Mother, maiden, crone. Stranger, I am hers, and she is mine. From this day until the end of my days. Robert's rebellion was built on a lie. Rhaegar didn't kidnap my aunt or rape her. He loved her. And she loved him. And Jon's real name. His name is Aegon Targaryen. You have to protect him. Bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous reparler de ce fameux faux leak de la saison 8 et de parler de son influence sur mes vidéos à venir. Je veux que vous sachiez que ces vidéos ont pour simple objectif de vous faire découvrir le leak, pour ceux qui ne l'ont toujours pas découvert, à travers des vidéos comme les miennes. Mais aussi et surtout de relever certains points du leak qui pourraient s'avérer être vrais à l'avenir. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas un expert comme Sylvain de la chaîne The Grand Est, ou même certaines chaînes YouTube consacrées entièrement à Game of Thrones. Donc je ne pourrai pas apporter des réponses à chaque incohérence qui sera présente dans le leak, car comme vous, je le découvre et le partage avec vous. Je vous invite alors dans les commentaires à relever les nombreuses incohérences que j'ai peut-être loupées, ce serait vraiment cool de votre part. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser qu'il s'agit ici d'une simple lecture du leak, vous n'avez pas vraiment tort, mais il s'agit surtout de relever, comme je l'ai dit, des points qui pourraient être vrais et nous faire deviner les prochains événements de la prochaine saison. Et des points cohérents, il y en a très peu et seulement dans les 3 premiers épisodes. Le reste, c'est que du faux. Je tiens donc à vous prévenir, il y a un petit risque de spoiler, donc si vous voulez rester serein, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. À part ceci, on est reparti et on passe à la vitesse supérieure. Yo les amis, c'est le mec gelé alias The Frozen Guy. Nous reprenons notre série consacrée au leak de la saison 8 de Game of Thrones. Comme je vous l'ai dit, ne vous fiez pas aux informations que je vais vous donner. Ce leak est faux, mais pourrait quand même contenir de bonnes informations. C'est pourquoi je voulais vraiment faire des vidéos sur ce leak, car ça me tenait très à cœur de vous y faire réagir. Et pour ça, nous traitons ensemble chaque épisode du leak afin de voir si les informations prédites pourraient se confirmer à l'avenir. Maintenant que Jon a appris ce qu'il devait savoir, et surtout qu'il est l'héritier légitime au trône de fer, acceptera-t-il ces révélations? Cela changera-t-il sa relation avec Daenerys? Et surtout, comment ce personnage se considérant toujours comme un bâtard et désormais devenu la personne la plus importante de tout Westeros va-t-il vivre sa nouvelle identité, à savoir un Targaryen? Nous continuons à déchiffrer ce leak de la saison 8 et nous tentons ensemble de savoir si les différentes informations citées pourraient s'avérer être vraies. Nous retournons donc en terre inconnue les amis. Leak de la saison 8, épisode 2, on y va. La première scène a lieu dans la grande salle de Winterfell. Jon, Daenerys, Tyrion, Davos et Sansa seront présents dans cette scène. Gendry et Tormund racontent à tous que le mur est tombé et que le roi de la nuit en est l'unique responsable. Tormund mentionne également que le roi de la nuit monte un dragon mort-vivant et qu'ils sont donc réellement dans la...
dans la mouise. Bran confirme les informations de Gendry et Tormund et raconte que le roi de la nuit est en route pour Winterfell. Jon raconte au reste qu'ils n'ont pas de temps à perdre et demande à Maître Volcan d'informer toutes leurs bannières et tout le monde dans le nord pour se préparer à la guerre contre l'armée des morts. Ils doivent se préparer à une attaque sur le champ de bataille de Winterfell. Fin de la première scène. Alors, déjà, première chose incohérente, Bran y connaît déjà ce qui s'est passé au mur en fin de saison 7, car souvenez-vous, il avait pris le contrôle d'un des corbeaux de Winterfell pour voler à Fort-Levant. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin que Tormund et Gendry viennent et disent, écoutez, c'est un peu la merde à Fort-Levant parce que Bran le sait déjà, donc théoriquement, c'est même pas écrit dans l'épisode 1, mais théoriquement, c'est la première chose que Bran aurait dû dire à Jon, c'est-à-dire Jon, là, il y a une partie du mur à Fort-Levant qui s'est détruit et les morts sont en train de passer, donc on est vraiment dans la mouise. Donc bon, c'est la première scène incohérente. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Jon organisera au plus vite les forces du Nord, ça c'est sûr et certain. Donc, après, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est sûr et certain que Gendry et Tormund viendront dire bah oui, voilà, on confirme que le mur à Fort-Levant est en train de se détruire. Non, là c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, c'est que ils auraient dû. Jon et compagnie auraient déjà dû être au courant en avance. Et ça depuis l'épisode 1 du leak. Mais bon, le leak est faux et ça continue à se confirmer. On passe à la seconde scène. Après avoir à traiter énormément de nouvelles informations et à lutter contre sa réelle identité, Jon rejoint les cryptes de Winterfell pour rendre visite à sa mère Lyanna et son oncle Ned Stark. Daenerys remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Jon et le retrouve dans les cryptes. Elle lui demande ce qui ne va pas. Jon lui dit qu'il n'a jamais été nommé Jon Snow. Il dit que le nom de Jon Snow est un mensonge, ce que les gens lui ont fait croire toute sa vie. Daenerys est confuse et demande à Jon de lui faire davantage de précisions, mais Jon s'éloigne d'elle. Daenerys remarque alors que Jon se comporte à l'écart d'elle. Daenerys sort des cryptes, ce que Jorah Mormont remarque. Il lui demande ce qui s'est passé dans les cryptes, mais Daenerys répond qu'elle ne sait pas quoi faire avec Jon. Elle raconte à Jorah que Jon lui cache quelque chose. Jorah raconte également à Daenerys qu'il a été frappé que Daenerys était beaucoup absente pendant des jours. Elle répond qu'elle ne se sent pas très bien en ce moment. Alors, Jorah lui propose de l'examiner par le maître Volcan. Fin de la seconde scène. Ok, là c'est parti. On commence à voir comment Jon est affecté par les révélations de Bran et Sam, et nous pouvons donc commencer à voir comment Jon se comporte avec Daenerys. On peut facilement deviner que lorsque Jon se rendra compte que Daenerys est effectivement sa tante, il voudra rompre sa relation avec elle. Mais personnellement je ne pense pas. Certes il y aura des complications dans leur relation, que ce soit en matière personnelle ou politique, comme l'avait dit l'un des showrunners, mais les sentiments des personnages ne sont pas à mettre à l'écart. Et ici, les complications sont clairement mises en avant. Jon commence à être froid avec elle, ce que Daenerys ne comprend pas. Et comme on pouvait s'en douter, et là ça se confirme, Daenerys tombe enceinte. Elle commence à adopter des syndromes de grossesse, et je suis certain que lorsque le maître Volcan examinera Daenerys, il confirmera sa grossesse. Une grande nouvelle que Jon apprendra, ce qui reliera sûrement ses liens avec elle, et essaiera donc de surpasser le fait qu'il est lié à elle. Mais il faut également penser à une chose. Si vous vous souvenez bien en saison 1, Jon disait à Sam que lorsqu'il n'avait pas voulu coucher avec Rose, c'était pour la simple raison qu'il ne voulait pas que cette dernière porte un enfant et qu'il devienne un bâtard. Et ici, il y a fort à parier que si Jon apprend que Daenerys est enceinte, il voudra donc se marier avec cette dernière. Et oui, vous avez bien entendu, un mariage et un bébé pour Jon et Daenerys est sûrement sur la route pour la saison 8. Mais si vous pensiez que cette histoire aurait une fin heureuse, vous n'avez sûrement pas pris bonne attention. Direction, troisième scène maintenant. Qyburn entre dans la chambre de Cersei. Il mentionne qu'elle n'a jamais parlé de sa fausse couche et qu'elle doit prendre assez de temps pour se reposer. Cersei répond qu'il n'y a pas de temps pour cela et ne veut pas en dire plus sur la fausse couche. Qyburn quitte sa chambre et Cersei regarde de sa fenêtre, témoignant de la façon dont la neige tombe dans Port-Réal. Fin de cette troisième scène. Bon, une fois de plus, on comprend bien que ce leak est faux. Et ce n'est pas la dernière fois que je vais vous le dire. Hein. Je vais pas arrêter de vous le dire qu'il est faux, il est faux, il est faux, il est faux. Bon, d'après ce qui est écrit dans cette scène, Cersei a eu sa fausse couche soit en fin de saison 7 ou dans l'épisode 1 de ce leak. Or, rien n'avait été mentionné là-dessus pour l'épisode 1 du leak. Je l'ai déjà dit, je suis certain que Cersei aura une fausse couche. Et je pense réellement que cette fausse couche se jouera en début ou en milieu de saison 8. Et même pourquoi pas en fin de saison 8.
Nous pouvons donc dire que cette scène est certes fausse, mais elle mentionne la fausse couche de Cersei qui est pour moi plus que probable. On passe en 4e scène les amis. Cette nouvelle scène est Jaime chevauchant à cheval dans des conditions enneigées. Lui et Bronn arrivent à Riverrun, tous les deux découvrent que les Tully sont de nouveau assiégés à Riverrun. Jaime entre dans la scène et rencontre Edmure. Edmure dit à Jaime qu'il devrait l'avoir enchaîné, mais Jaime répond qu'il ne vient pas se disputer à propos du château. Il propose à Edmure d'aider sa nièce et son neveu dans la Grande Guerre contre le roi de la nuit. Il promet également à Edmure que Riverrun retournera aux Tully car il n'a pas plus d'importance pour détenir le château à ce stade. Edmure accorde à son entente, mais seulement non pas pour Jaime, mais pour sa famille. Fin de la 4e scène. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette 4e scène? Rien à vraiment contredire ici, même s'il y a sûrement des choses qui ne vont pas. Si des choses ne vont pas, faites-le moi signaler, mais là, d'après moi, c'est ok. Mais bon, je dois sûrement me tromper, je pense. Bref, je préfère passer directement à la 5e scène, les amis. On y go. La plupart des bannières de la maison Stark et de l'armée de Daenerys sont maintenant arrivées à Winterfell. Parmi eux, Howland Reed. Il est arrivé avec son armée et Meera Reed à ses côtés. Arya reçoit un visiteur à Winterfell. Il semble être une bannière ordinaire de la maison Serwyn, mais il enlève rapidement son visage. Il semble être Jaqen H'ghar. Arya est surprise de voir Jaqen la visiter. Jaqen raconte à Arya que le dieu multiface nécessite un autre mort, un nom devant être rayé de sa liste. Il révèle qu'il s'agit de la reine des 7 royaumes, Cersei Lannister. Et quel meilleur serviteur du dieu multiface que Arya pour tuer Cersei Lannister. Jaqen H'ghar donne un flacon de poison à Arya et l'abandonne. Fin de la 5e scène. Ok, Winterfell accueille du monde et ça c'est normal vu ce qui arrive. Une chose qui me pose problème est le retour de Meera qui avait dit en saison 7 qu'elle resterait avec sa famille. Après peut-être qu'elle et sa famille décideront d'aller à Winterfell, difficile à dire. L'épisode 2 commence à montrer davantage que ce leak est faux, je le dis encore, que ce soit au niveau des informations données ou autres. Après tout, on peut prendre ce leak pour une théorie ou prédiction, mais surtout pas pour ce qui va se passer de A à Z. Le retour de Jaqen H'ghar est très probable pour la saison 8, mais de cette façon, je ne crois pas, et surtout pour demander à Arya de tuer Cersei. En plus, à ce que l'on sait, Arya a déjà Cersei sur sa liste, donc c'est complètement con que Jaqen H'ghar lui donne la tâche, quoi. Sachant qu'elle s'est elle-même donné la tâche. Bref, on passe à la 6e scène. Jon Snow prend un moment pour parler avec Howland Reed seul. Il demande à Howland de confirmer l'histoire de Bran, mais Howland ne le reconnaît pas du tout. Jon le plaide pour dire la vérité, puisque comme Robert Baratheon n'est plus vivant, il ne sert à rien de mentir. Alors Howland confirme finalement que Ned portait l'enfant de sa sœur Lyanna quand il était sorti de la tour de joie. Il lui a toujours promis de garder ce secret. Jon le remercie de lui avoir dit la vérité. Fin de cette 6e scène. Je veux bien penser que si Jon rencontre Howland Reed, il voudra sûrement lui poser des questions. Je veux bien croire à une scène comme celle-ci, en saison 8, donc ici, rien à expulser. Après, le dialogue échangé ici n'a pas l'air travaillé, donc espérons que si Jon et Howland se rencontrent en saison 8, leurs échanges concernant Ned et la Tour de Joie seront beaucoup plus intéressants. On continue. 7e scène. Sachant que l'armée des morts seront sur eux très bientôt, Tyrion, Jon, Sansa, Arya, Brienne, Podrick, Davos, Tormund, Gendry, Varys, Jorah, Theon, Le Limier, Vergris et Sam discutent avec les bannières Stark et l'armée de Daenerys comment ils défendront le nord. Apparemment, The Last Hearth a déjà été attaqué par les marcheurs blancs et leur château détruit. Ned Humber n'y a pas survécu. Tyrion parle pour Daenerys, qui est absente en raison de maladie. Il propose un plan de défense du nord. Tormund, les autres peuples libres, les Dothraki et les Immaculés attaqueront avec du Ver-Dragon depuis Dreadfort puisqu'ils seront d'abord en route à cet endroit-ci. Sur le chemin de Winterfell, les dragons mettront feu à l'armée des morts et les bannières de la maison Stark et les chevaliers du Vale lutteront contre les forces affaiblies sur le champ de bataille de Winterfell et, espérons-le, détruiront le roi de la nuit par la même occasion. Jon veut que Brienne et Podrick prennent Sansa, Arya et Bran avec eux afin de partir avec Robin Arryn à l'Eyrie. Arya ne veut pas et prétend qu'elle est plus forte que la plupart des hommes. Elle dit qu'ils ont besoin d'elle dans la guerre à venir. Jon insiste sur le fait qu'il ne veut pas cela. Jorah veut aussi se battre avec la maison Mormont, mais Lyanna lui rappelle qu'il a trahi sa propre maison.
Également, Varys mentionne qu'il a reçu un mot de Port-Réal. Il est supposé que la reine Cersei ait acheté une grande armée de mercenaires, puis que Euron Greyjoy ait pris Storm's End pour y installer l'armée. Théon plaide pour attaquer Storm's End, et Gendry est d'accord, puisque c'est le siège de la maison de son père. Jon promet à Théon qu'il l'aidera à éliminer Euron, et à sauver sa sœur après s'être occupé du roi de la nuit et son armée des morts. Il n'y a pas de temps pour ça maintenant, car toute leur vie est en danger, et ils n'ont pas le choix que de faire face au roi de la nuit et son armée. Jon a besoin de son aide, et celle des Fernés, pendant la bataille à Winterfell. Alors, nous voyons un Théon déçu, acceptant la proposition de Jon. Fin de la 7ème scène. Wow, celle-ci était longue. Ok, jusque-là, ça va. Les choses ont l'air de s'accélérer complètement et ça colle au contexte. Sinon, que dire Déjà, pourquoi Varys y serait au courant par un mot de Port-Réal comme quoi Cersei aurait organisé toute cette armée de mercenaires de la Compagnie Dorée? Pour moi, ça restera secret, parce que je pense que Cersei les prendra par surprise. Donc voilà, ça c'est la première chose incohérente que je pense. Je pense pas que déjà que le Nord sera au courant que Cersei a organisé toute cette armada aussitôt. Sinon quoi, dans la scène on en revient à Yara avec Théon, et il est bon de savoir que Théon a toujours la volonté de sauver sa sœur, car en épisode 1 je ne comprenais pas pourquoi il n'avait même pas évoqué le problème, et surtout le fait qu'il avait pris la décision de la sauver. Mais comme là apparemment dit Jon, la grande guerre est la priorité. Allez, direction 8ème scène. 8ème scène. J'arrive même pas à parler, c'est dingue. Missandei visite Daenerys dans sa chambre. Daenerys dit à Missandei que Maître Volcan a pu l'examiner et qu'il a confirmé qu'elle est enceinte. Missandei, remarquant sûrement que Daenerys n'a pas l'air joyeuse, même à la suite de cette nouvelle, lui demande ce qui ne va pas. Daenerys lui répond qu'elle pense que Jon a changé envers elle et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Fin de la 8ème scène. C'était clairement devinable et clairement voyant, Daenerys est donc enceinte dans ce leak, et ça vous pouvez être presque certain que ça va se dérouler également dans la série. Que ce soit dans le leak ou dans la série, Daenerys accouchera très probablement, et je vous le dis, retenez mes paroles. L'enfant de la glace et du feu naîtra, et ceci viendra résoudre le problème de la succession au trône dont Tyrion s'inquiétait en saison 7. Bien sûr, vous allez me dire que l'enfant de la glace et le feu n'est nul autre que Jon, mais même s'il est vrai qu'on peut confirmer cet élément, Jon représentera toujours la glace vu qu'il a grandi avec les Stark au nord. Bien sûr, je ne pense pas que Jon et Daenerys pourront à eux deux voir leur enfant grandir, car je suis certain que l'un des deux mourra, voire même les deux. Je suis donc ok pour cette scène, même si elle se déroulera peut-être autrement. Direction 9ème scène maintenant. Le peuple libre, les Dothraki et les Immaculés se préparent à quitter Winterfell. Jon demande à Daenerys pourquoi elle n'a pas assisté à l'important rassemblement, mais Daenerys préfère ne pas lui répondre. Mira part dire au revoir à Bran au bois sacré de Winterfell, lorsque Bran commence à se comporter de manière très étrange. Il demande à Mira d'aller avertir tout le monde, puisque l'armée du roi de la nuit est là. Jon part dire au revoir à Sansa, quand Mira court pour avertir les autres. Puis, une immense tempête d'hiver commence à se rapprocher de Winterfell, et le chaos éclate. Fin de la 9ème scène. On remarque encore que Jon et Daenerys sont froids l'un envers l'autre pour le moment. Après, il faut comprendre que Daenerys ne veut pas encore lui dire qu'elle est enceinte. L'arrivée des marcheurs blancs à Winterfell en épisode 2 pour moi est un peu trop précipitée, mais comme je l'ai dit en épisode 1, tout prend une véritable accélération et les événements doivent s'enchaîner. On enchaîne, 10ème scène. 10ème scène. L'armée du Nord et Daenerys se rassemblent pour faire face à l'armée du roi de la nuit. Jon ordonne à Sansa, Arya et Daenerys de rester à l'intérieur de Winterfell. Ils sont trop précieux à perdre et leur promet que Winterfell ne tombera pas. Varys, Tyrion, Robin, Sam, Gilly, Lyanna Mormont et Missandei restent également dans Winterfell. Arya ne veut d'abord pas rester, mais obéit au souhait de Jon. Sansa demande à Mira de faire rentrer Bran dès que possible. Un énorme troupeau de spectres envahit le champ de bataille de Winterfell. Les Dothraki font face à l'armée des morts en premier et beaucoup d'entre eux sont retirés assez facilement. Beaucoup de marcheurs blancs continuent à venir. Fantôme se bat aux côtés de Jon et à un moment le sauve juste avant qu'un marcheur blanc n'essaie de le tuer. Fantôme est tué en essayant de sauver Jon. À l'intérieur de Winterfell, Daenerys est frustrée qu'elle ne peut pas aider et qu'elle devrait voler à dos de Drogon pour détruire les morts vivants. Missandei répond qu'il n'est pas sage de se joindre au combat pendant qu'elle est enceinte. Sam tente de consoler Gilly et Petit Sam. Les nouvelles surprennent Sansa, Tyrion et Varys.
Drogon vient au milieu de la mêlée et retire un gros morceau de l'armée du roi de la nuit, mais tue aussi beaucoup de soldats des bannières du Nord dans le processus. Les marcheurs blancs entrent également dans la scène avec le roi de la nuit, volant sur le mort-vivant Viserion au-dessus d'eux. Viserion commence à détruire l'armée du Nord. Le seigneur Robert Glover et Howland Reed sont tués par le feu du dragon. Tormund mène le peuple libre et combattent, mais Tormund est également tué par le feu de Drogon. Drogon parvient également à tuer un géant des morts vivants. Mira veut que Bran quitte les bois sacrés, mais il lui dit qu'il a déjà de l'aide, puis à Jon et les autres à ses côtés. Bran essaie de contrôler Raegal avec son esprit. Mira avertit Bran que c'est trop dangereux et qu'il devrait rester à l'intérieur de Winterfell. L'armée de Jon et de Daenerys diminue énormément depuis que les marcheurs blancs continuent de rappliquer. Les marcheurs blancs essayent d'envahir Winterfell. Vergris fait face à 2 marcheurs blancs et arrive à en tuer un grâce à sa lance fabriquée à partir de Verdragon. Puis, l'autre marcheur blanc le tue. Là, les marcheurs blancs tentent d'envahir Winterfell pour prendre Bran. Brienne garde le château avec Podrick, Jorah et Gendry, ce que les marcheurs blancs commenceront à envahir. Podrick est tué par un groupe de spectres, ce qui rendra Brienne enragé et achèvera l'un des marcheurs blancs avec Housekeeper ou Gardien du Serment en VF. Mira exhorte Bran à abandonner son acte et à rentrer, mais Bran ne veut pas. Il veut que Mira parte à sa place et rentre à l'abri dans le château. Mira répond qu'elle restera avec lui jusqu'à la fin. Jaime Lannister et les forces de Tully viennent en aide pour le Nord juste à l'heure. Bran gagne à mener son esprit à l'intérieur de Raegal et le dragon commence à lutter contre le mort-vivant Viserion en essayant de le mordre directement dans le cou, mais il est également gravement blessé pendant le combat. Raegal commence à envoyer du feu sur Viserion, ce qui fait que le roi de la nuit commence à quitter le champ de bataille sur le dos blessé de Viserion. Fin de cette longue, mais alors très longue 10e scène. Bon, ici, pas la peine de vous dire que la scène sent le fake de loin. Mais pas, de toute façon, c'est au moins la 100e fois que je le répète. On assiste ici à la mort de beaucoup de personnages, dont Tormund, Vergris ou même Podrick. Et voilà, il y a tellement de choses. J'ai tellement lu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'incohérent? Je vais mettre 10 plombs si des fois je regarde ce qui est incohérent. Il y a trop de choses, vraiment, il y a trop de choses totalement incohérentes dans cette scène. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je regarde dans les premières lignes. Déjà, Jon qui donne ordre à sa reine de rester dans Winterfell. Enfin, à Winterfell. J'ai envie de te dire, Jon, t'es pas le roi. Enfin, je veux dire, si t'es le roi du Nord, mais tu donnes pas d'ordre à la reine à qui t'as prêté allégeance, quoi. Enfin, franchement, j'en sais rien. Je suis en train de dire des conneries, si ça se trouve. Bon, je crois pas du tout à cette scène. Je n'y crois pas du tout. Mais mieux vaut tout de suite passer à la 11e scène. Mira se rend compte que c'est la fin pour eux. Les marcheurs blancs viennent pour Bran, et elle est tuée par ces derniers en défendant le corps de Bran. Viserion et Raegal continuent de se battre, et les deux commencent à être grièvement blessés. Il semble que le feu du dragon puisse nuire au roi de la nuit. Les marcheurs blancs poignardent Bran à mort, ce qui fait que Raegal tombe au sol et est poignardé par les spectres. L'armée de morts-vivants du roi de la nuit commence à diminuer. Nous voyons Jaime commander ses hommes et combattre les morts-vivants restant aux côtés de Bronn. Jon se bat aux côtés du limier et de Davos. Lorsque Jon commence à remarquer que l'armée du roi de la nuit se retire, il ordonne à tout le monde de quitter le champ de bataille au fur et à mesure et part avec Davos et le limier pour que tout le monde soit en sécurité à l'extérieur maintenant. Les chevaliers du Vale, Sansa, Brienne et Robin partent ensemble vers l'Eyrie. Arya, le limier, Jaime Lannister, Bronn, Edmure Tully et les armées Tully et Lannister se retirent à Riverrun. Jon, Davos, Tyrion, Varys, Missandei, Jorah, Sam, Gilly, Petit Sam, Théon, les forces restantes et les forces d'Othraki se déplacent vers le sud. Lyanna Mormont et ses hommes se retirent à Bear Island. Fin de la 11e scène. Et comme vous le voyez encore une fois, c'est juste... non! La mort de Bran, la mort de Raegal, et tous les autres événements de cet épisode, c'est ridicule. Enfin, déjà... C'est complètement, mais c'est la déception totale, quoi. Déjà, on s'attendait à ce que Jon monte Raegal dans la saison 8. Alors si déjà on apprend que Bran va essayer de contrôler Raegal, mais en plus que ça, que Jon ne montera pas Raegal, parce qu'il sera mort, c'est complètement con. Parce que surtout ce qu'on s'attendait, c'était que Bran contrôle Viserion. Mais bon, vu que maintenant c'est un mort-vivant, qu'il est monté par le roi de la nuit, c'était beaucoup moins probable. Mais putain,
Non, juste non. La mort de Bran, c'est pas possible. C'est juste... Voilà. Bran ne mourra pas, j'allais dire. Non, il ne mourra pas, rassurez-vous. C'est vraiment, c'est une fois de plus, ça nous montre que c'est une fanfiction, que... Voilà, ah, putain. Ah, si seulement j'aurais préparé quelque chose devant moi pour vous dire pourquoi Bran il mourrait pas, etc. Parce que là, franchement, il y a tant de choses à dire, tellement de pourquoi à dire. Parce que, bon, si je continue à dire le pourquoi Bran il ne devrait pas mourir en saison 8, etc., la vidéo durerait mais 3 quarts d'heure, ce serait juste pas possible. Et encore, j'ai même pas fait le montage, j'en ai aucune idée de combien de temps la vidéo fera. Bon, la façon dont l'histoire est racontée me semble complètement venue d'une fanfiction, ça vous l'aurez compris. Bon, on passe tout de suite à la deuxième et dernière scène. Le dernier plan que nous voyons est Jon et Daenerys sur le dos de Drogon, mettant feu à tous les morts vivants, y compris à Rhaegal mort. Les deux camps ont connu de grandes pertes dans ce combat. Fin de la scène et de l'épisode 2 du leak. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la deuxième scène? Non. Mettant feu à tous les morts vivants, y compris à Rhaegal mort. Oh là, non, c'est pas possible. C'est fin bon. Oh là là, mon Dieu. Eh bien, ce n'était pas sans peine cet épisode. Tout ce qui est raconté ici est à prendre à petites pinces, les amis, et je vous rassure, tout ce qui est raconté ici est faux. Je ne vois pas du tout Bran mourir, et encore moins de la façon décrite. J'ai tellement de choses à dire sur cet épisode. Il y a tellement trop de choses incohérentes que si je me mets à vous en parler, comme je l'ai dit, la vidéo dépasserait les 3 quarts d'heure. Enfin bref, je vous le redis, ne croyez pas à tout ce que je vous ai lu. Certes, la mort de Vergris est probable, tout comme celle de Tormund, mais raconté comme ça, c'est vraiment moyen. Enfin bon, pour conclure, l'épisode 2, raconté par Solik, est totalement absurde, disons-le. Et je vous invite à dire dans les commentaires tout ce que vous avez trouvé mauvais dans ce qui est mis. Voilà, ouais, c'est dingue. Franchement, tout ce qui est probable pour l'instant, tout ce que je veux absolument retenir, c'est la grossesse de Daenerys. C'est tout. C'est tout. Enfin bref, en attendant, je vous dis rendez-vous à l'épisode 3 que je vais essayer de sortir plus rapidement que cet épisode 2 parce que celui-là, j'ai mis trop de temps. J'espère que... Et franchement, j'espère que l'épisode 3 sera plus cohérent, vraiment. Mais parce que là, l'épisode 2, putain... Oh la vache. J'avais dit dans l'épisode 1 en plus que ça baisserait dans nos estimes. Allez, à très vite, et couvrez-vous bien. Il fera toujours froid sur cette chaîne, et avec moi.